crois que, puisqu'André est là, André, notre mentor, Salut, passionné comme toujours. Bonsoir. ça va? Très bien. Bon, Alors, alors, après le paradigme médical, maintenant c'est beaucoup plus vers la chirurgie avec les DIP. Et donc, on peut commencer, je pense, après les autres vont commencer. Tu peux présenter le programme, André? Voilà. Vous m'entendez là maintenant? Oui, oui, ah, oui. Ah ça ben, y est, c'est parfait. Salut André. tous les présidents sont Salut là. Jawad. Voilà. Tous les Salut, Salut présidents bonsoir. sont Mustafa. là. Salut Si Mohamed. Tout le monde est là. Salut. Yallah, vas-y. À toi, André. À moi? Oui. Vas-y, Oui. si tu veux Mais présenter un petit quelque chose au le mieux, début. le mieux, c'est Oh, que vous présentiez le cas d'endométriose d'abord, parce que moi, je connais pas le cas que vous allez présenter. oui, oui, non, mais un petit mot Un sur petit mot l'endom. d'introduction. Un petit mot Ah oui, un petit mot Eh, d'introduction. d'introduction. Il le faut. André, on a besoin de ta baraka. Donc, Ouais. vas-y. Bien sûr. On a besoin de ton humanisme et ta science. Alors, écoutez, je ne sais pas si on va faire un staff sur l'endométriose urinaire ou sur l'endométriose et ses localisations de toutes sortes, dont celles Oui, qui sont urinaires. Mais en tout cas, c'est une maladie qui, depuis des décennies, nous occupe pas mal. Et effectivement, tant au point de vue diagnostique qu'au point de vue thérapeutique, tous les cas sont débattus, tous les avis sont débattus. Il y a des tests diagnostiques qui restent débattus aussi, et des thérapeutiques qui sont, au fond, finalement, ce sont les seules qui sont codifiées quand elles sont chirurgicales. On n'a pas encore trouvé le moyen médical idoine pour l'endométriose. Mais c'est pas loin, ça va venir, et je pense que la chirurgie devra finir le travail de traitement médicaux préalable. Voilà, ça on en parlera après quand notre cher ami le docteur Zerkaoui va présenter son dossier et que notre amie marocaine va surtout nous dire et nous commenter les images d'IRM, d'après ce que j'ai compris, de ce dossier de façon à ce qu'on comprenne bien l'enjeu à la fois urinaire et à la fois génital de cette patiente. Alors, à toi, mon cher docteur Zerkaoui. Oui, bonsoir les amis. Je vais parler un petit peu de l'endométriose, particulièrement l'endométriose profonde. On sait que l'endométriose profonde, c'est par définition quand ça dépasse 5 millimètres de profondeur, c'est une infiltration qui va au-delà du péritoine en général et elle peut toucher les parties antérieures au niveau de la vessie, des replis vésico-utérins. Dans la région postérieure, c'est surtout les ligaments isérosacrés, mais surtout la partie digestive et le septum recto-vaginal. Et en latéral, c'est les urtères. Mohamed, on ne Donc, voit pas ta présentation. On ne voit pas ta présentation. ah bon? Ben oui. Non, je l'ai partagé. Partage-la, partage-la. Ok, attends, je reviendrai sur le Zoom. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas partagé. Normalement, c'est partagé. Pas du tout, Steve Mohamed. Bon, je vais refaire ça. Je vais partager. La voilà. On va dire que c'est partagé. Est-ce Oui, que c'est bon maintenant. c'est Vas-y, bon? vas-y. Ah bah parfait. Voilà. Donc, si je reviens en arrière, je parlais de l'endométriose profonde. Et comme on a dit, l'endométriose profonde, par définition, c'est au-delà de 5 millimètres. Et je vais juste retirer un tout petit peu là pour que je puisse voir mieux. C'est bien, on voit bien. Moi, oui, mais moi, je vais juste retirer un tout petit peu ça pour que je puisse voir mieux. Donc, je disais la profondeur. L'infiltration, elle peut se faire en antérieur sur la vessie, le repli vésico-utérin. En postérieur, c'est ce qu'on voit le plus, c'est l'intestin.
les ligaments utérosacrés, le septum recto-vaginal, et bien sûr, en latéral, c'est les urtères, c'est notre cas. Et ça touche 20% des patientes atteintes d'endométriose, hein. Je parle de l'endométriose profonde. Mm. Voilà, oh, c'est toujours les problèmes de ces trucs-là, c'est quand... Voilà, c'est mieux. Ça se voit maintenant? Vous Voilà, voyez? oui, Oui, oui. oui, oui, oui. C'est parfait. Donc, l'endométriose est une maladie hétérogène dans sa pathogénie, on le sait. Il y a beaucoup de gens qui parlent juste de cette greffe des cellules endométriales qui viennent des règles rétrogrades ou des transformations cellulaires ou sinon des restes des cellules embryonnaires. Et bien sûr, il y a des désordres hormonaux, des désordres histologiques. Ce qui est étonnant toujours, même si on la voit tous les jours et on la traite tous les jours, c'est qu'il y a de grosses lésions avec peu de douleur ou peu d'infertilité et des petites lésions avec des manifestations énormes, disproportionnées, ce qui pousse à penser que c'est l'endométriose. Il n'y a pas une endométriose, mais il y en a plusieurs. Pour quelles raisons les petites lésions sont très néfastes pour la santé, l'équilibre? De même que la qualité de vie et les grosses lésions peuvent donner des manifestations disproportionnées. Ça, c'est maintenant la suite qui va nous donner un petit peu des raisons. Et cette suite, c'est dans le cadre des études génétiques et épigénétiques qui sont en cours d'ailleurs. Et on espère que ça va nous donner des résultats bientôt, Inch'Allah. Les symptômes, pareil, je viens d'en parler, et de les lésions, disproportion entre les symptômes et les lésions. Ça, c'est le constat de tous les jours. C'est une maladie inflammatoire, bien sûr. On voit bien que les facteurs de croissance sont responsables de l'angiogénèse. Il y a les prostaglandines qui entraînent une inflammation avec des adhérences et responsables de la migration des cellules. Et bien sûr, les hormones qui sont responsables de la prolifération de ces cellules. Dans l'ensemble, les trois éléments qui sont l'angiogénèse, prolifération cellulaire et l'inflammation constituent le principe actif de cette pathologie. Bien sûr, comme on a dit, la génétique et l'épigénétique entraînent des changements qui passent l'endométriose, les cellules endométriales simples, en endométriose pathologique qui touche tous les organes qui sont à côté. Donc, les études actuelles se font dans ce cadre de la génétique et l'épigénétique. Et je suis sûr que c'est ça qui va nous changer notre rapport avec cette maladie à partir du moment, la première qui a changé ce rapport, c'était l'endoscopie, puisque la maladie existait, mais tant qu'elle n'était pas visible, elle n'existait pas. Et c'est à partir du moment où il y a eu l'endoscopie, c'est là on a commencé à nous intéresser à cette pathologie. Les symptômes, comme d'habitude, c'est l'infertilité et la douleur. La douleur peut être absente dans 4 à 7% des cas, mais que l'infertilité toute seule. Et les lésions peuvent être superficielles, profondes et bien sûr les kystes endométriosiques qui sont les plus apparents. On voit bien ce que je disais tout à l'heure. Quand on regarde bien, il y a sur ce schéma les lésions superficielles, moins de 2 millimètres, sont les plus fréquentes dans le cadre de l'infertilité. Et à partir du moment où les lésions sont profondes, au-delà de 5 millimètres, c'est synonyme de douleur et infertilité. Les nodules. Les nodules, on les trouve au niveau des ligaments utérosacrés, dans l'espace recto-vaginal ou dans les paramètres. Et ces nodules, la majorité sont de 1 à 3 centimètres. Vous voyez, donc 65%, les deux tiers sont entre 1 et 3 centimètres. Et on voit bien qu'à partir de 1 centimètre, on passe de 0,8, moins de 1% de complications au cours des opérations à pratiquement 4,5 à 5,5 de complications. Ça veut dire que quand on trouve l'endométriose profonde,
avec des nodules. Il faut être très vigilant, sinon les complications péropératoires nous guettent. Il faut vraiment être très attentif. Comme je disais tout à l'heure, vous voyez le diamètre de cette infiltration, le diamètre de ces nodules, quand c'est petit, ça touche surtout le rectum. Et à partir du moment où ça arrive à 3 centimètres, de 2 à 3 centimètres, c'est surtout la vessie, le sigmoïde, le rectum. Et c'est à partir de 4 centimètres, on se trouve dans l'invasion des urtères. Vous voyez, les hydronéphroses, c'est toujours pratiquement à partir de 4 centimètres, les lésions sont grosses. Cette infiltration, comme on a dit, elle touche l'intestin, la vessie et les urtères. Et pour les plus communes dans la distribution de l'endométriose, lésions endométriose digestive intestinale, c'est le rectum, 96% des cas, le sécom, 10%, mais surtout le sigmoïde, donc 38% des cas, et l'omentum, très peu. Donc l'appendice également, c'est 10%. Il faut toujours être attentif quand on opère. Il faut toujours aller regarder à droite, à gauche et même au niveau du diaphragme. Le diagnostic, bon, c'est surtout, il faut croire les patientes qui se plaignent de douleur. J'en ai vu cet après-midi une dame qui me dit, ben, elle est tunisienne. Elle m'a dit, j'ai vu tous les profs, tous les machins. Depuis que j'avais 13 ans, je souffre énormément. Et on me dit, non, non, c'est rien, ça va passer. Non, non, c'est rien. Et même là, elle travaille dans une grosse clinique. Et les médecins leur disent, ouais, non, non, encore, elle a ses règles et elle vient se plaindre. Mais c'est incroyable, c'est des douleurs atroces. Donc il faut savoir écouter et croire ces patientes qui se plaignent de douleurs. Donc l'échographie, on a tous des échographes, la transvaginale ou transrectale. Il y a moyen de chercher surtout des épaississements. Quand on fait l'échographie, c'est dynamique. On peut penser à des adhérences et bien sûr mesurer les épaisseurs des muscles utérins, le mur antérieur et le mur postérieur, pour voir s'il n'y a pas une adénomiose avec les signes par la vascularisation. Et le plus simple à voir, c'est quand il y a un kyste. Mais malheureusement, c'est pas toujours il y a des kystes. Et comme on a dit, les lésions douloureuses peuvent être juste superficielles et non visibles. L'IRM, très importante. Maintenant, il y a même la haute définition dans l'IRM et il y a des biomarqueurs et la célioscopie, bien sûr, qui permet un diagnostic et le traitement de cette pathologie. Le laboratoire peut nous aider. On demande des fois l'interleukine 6, CA125, qui n'est pas du tout spécifique, mais qui ne monte pas chez la jeune femme et des fois, la semaine dernière, j'en ai vu une à 540. C'est quand même élevé. Et c'est surtout signe d'une irritation péritonéale. L'énolase, des fois, si c'est possible, de la demander. Le free DNA, je pense que André, c'est de quoi je parle. Donc, on a fait une étude là-dessus et qui est intéressante. On sait que c'est augmenté dans le cas de l'endométriose. Micro-RNA, maintenant, c'est remis en. Il y a ça a été diffusé, puis maintenant, on revient dessus. Ce n'est pas encore acquis à 100%. La radiologie, bien sûr, c'est l'IRM est recommandé. Ce qui est recommandé pour le diagnostic de la localisation profonde, c'est l'IRM, le rectal endoscopique, l'échographie rectale, endorectale. Donc ça, c'est important. Les échographies transvaginales sont recommandées pour le diagnostic de la localisation profonde. Donc, cette échographie, endo-échographie rectale, elle est très importante, plus que l'IRM, pour l'évaluation des lésions rectosigmoïdiennes de l'endométriose. Donc, il faut savoir la faire et il faut toujours, si on ne sait pas le faire, il faut passer la main.
Donc, cette pathologie, on ne la traite pas tout seul en tant que gynéco. Il faut euh, parler au gastro-entérologue parce que souvent, ils voient des rectorragies, ils voient des douleurs. L'année dernière, j'en ai parlé au Congrès national des gastro et ils étaient justement, il y en a beaucoup qui disent que ils voient beaucoup de patientes souffrir, mais ils ne pensent pas à l'endométriose et j'espère que maintenant, ça va commencer à se faire. Les urologues également, on en a besoin et on en parle régulièrement. Les pneumos, on voit des fois des hémoptysies régulières ou mensuelles et il faut penser à des lésions endométriose. Donc les traitements. Traitement médical, comme a dit André tout à l'heure, le traitement médical, il arrête l'évolution mais n'éradique pas la lésion. Donc, c'est juste un traitement de passage avec au long terme réduit la taille des lésions, surtout des kystes, réduction également des symptômes. Et on peut penser à une diète, à certains exercices, donc la manière de vivre. Mais tous les médicaments qu'on utilise sont contraceptifs, donc on ne peut pas les utiliser chez la femme qui a une endométriose et qui cherche une grossesse. Donc avec des effets secondaires. Maintenant, la perspective pour l'avenir, c'est les nouveaux médicaments qui sont à base de génomique. Mais comme on a dit tout à l'heure, si le diagnostic génétique et épigénétique vont être établis, par conséquent, il y aura des médicaments qui vont dans ce sens. En ce moment, donc là, dans 3 semaines, une étudiante que j'encadre et qui a fait une étude intéressante euh, à la recherche d'une molécule qui est la P300, qui est responsable des trois éléments qui sont la prolifération, angiogénèse et l'inflammation. Cette molécule, on a demandé à un ordinateur de nous faire sa silhouette en 3D. Et donc, à partir du moment où c'est la structure chimique qui a été vérifiée, établie, on a demandé à un autre ordinateur de nous chercher quelles sont les molécules qui peuvent la bloquer. Et on a demandé la molécule qui existe dans les médicaments qui sont autorisés par la FDA aux États-Unis. On en a sorti deux. Ce qui fait, ça permet, ce type de démarche permet de gagner 10 à 15 ans de recherche clinique. Et elle va présenter ce travail en Allemagne dans 3 semaines. Donc là, c'est pour vous montrer également les anti-inflammatoires, la contraception orale, progestatif, les antagonistes et les agonistes, mais la chirurgie reste la meilleure dans le cadre du traitement de la douleur de l'endométriose. Le traitement également chirurgical, la cellio, on a dit, ça permet le diagnostic et traitement avec adhésiolyse, dissection, mais surtout résection excision des lésions. Et toujours, l'IRM, toujours indiqué chez les patientes symptomatiques. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de donner une carte précise des lésions qui sera bien définie en préopératoire. Il ne faut jamais rentrer en celluliochirurgie de l'endométriose sans avoir déjà une idée précise sur les lésions. Et donc, la chirurgie doit être faite en multidisciplinaire, par des gens qui ont l'habitude. Pourquoi opérer? Des aspects positifs, c'est d'abord améliorer la douleur et les symptômes, et surtout, s'il y a moyen d'avoir des grossesses spontanées, on peut avoir jusqu'à 60% de grossesses spontanées en post-opératoire, et on améliore également la qualité de vie. Mais il y a des aspects négatifs qui sont les risques de chirurgie immédiatement. Et ça, on le sait parce qu'on travaille sur une zone vasculaire, neurologique, nerveuse. Il y a beaucoup de fibres nerveuses
de gros vaisseaux et les organes creux qui sont à côté. Donc, il y a beaucoup de risques. Et surtout, si on touche les ovaires quand il y a des kystes, on risque de réduire la réserve ovarienne. Donc, l'excision, c'est important, il faut savoir la faire, le shaving rectal, mais surtout le respect des structures nerveuses parce que les complications nous guettent. Donc, on va parler d'un cas clinique. C'est une patiente que j'ai reçue qui a 27 ans, 2 ans de mariage. Et elle est venue avec des douleurs importantes, des dyskésies, des troubles urinaires. Et elle a consulté plusieurs fois. Elle même fait une colonoscopie tellement elle avait mal qu'il n'a rien montré. Donc, il n'y avait pas de lésion qui dépasse. Et à partir de là, l'examen clinique, il y avait des douleurs des ligaments avec de gros nodules, surtout du côté gauche. Je lui ai fait une échographie qui a montré un polype et un kyste endométriosique de 67 mm à gauche. Et donc, j'ai demandé un bilan. Le bilan, c'était un bilan hormonal du 3e jour pour avoir une idée sur la réserve ovarienne. Et j'ai demandé une IRM et un spermogramme. Les résultats, l'AMH était correct. C'était à 125, elle était élevée à 40. Et le spermogramme qui est normal. Donc, j'ai demandé l'IRM. Et je vais passer la main maintenant pour que notre ami nous parle des J'en résultats. ai rien. Arrête le Oui, partage. Ça va, c'est Arrête le partage. OK. Mohamed, arrête le Oui, partage. oui, oui. D'accord. oui, rebonsoir tout le monde. Alors, je me présente, c'est Dr Hebi Jihan, professeure assistante au niveau de l'hôpital Cheikh Khalifa. Je remercie ce soir déjà Dr Zarqawi pour son invitation afin qu'on puisse discuter de ce cas important de l'endométriose profonde étendue au niveau des urtères. Tu vois, Habi, tu vois Non, toujours pas. maintenant? Mm, mm. Non, Ah, tu vois pas non. les Mon images. écran est bloqué au niveau de la dernière diapositive de Dr Zarqawi. Arrête le partage, c'est Mohamed. Arrête ton partage. Voilà, je suis en train de Oui. faire. Donc, Comme ça, elle pourra partager les diapos là. Chien. oui, attends, comment je vais faire pour arrêter le partage? راه الفوق عندك. Je suis en train de C'est chercher. bon, c'est Voilà. bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui. C'est bon? Oui. Parfait. J'ai mis multiple. Ah, OK. Vas-y, Jehan. C'est bon. Donc là, comme vous le voyez, on a deux images. Donc sur cette diapositive, on a deux images. Je commence par l'image de gauche. Donc c'est une coupe sagittale de la patiente en séquence pondérée T2. Au niveau du centre, là, si vous pouvez juste décaler un petit peu la flèche, on a voilà, exactement, on a le plus volumineux kyste de la patiente. Donc, il est en hypersignal un petit peu plus bas. Donc, il est en hypersignal intermédiaire T2 avec un niveau liquide-liquide. Donc, ce kyste-là, il était effectivement en hypersignal T1, donc avec FATSAT, c'est-à-dire après saturation de graisse, où c'est une séquence qui nous permet d'éliminer la graisse pour qu'on puisse dire est-ce que c'est du sang ou est-ce que c'est du liquide tout simplement, ou c'est de la graisse tout simplement. Donc là, sur cette séquence, il est resté en hypersignal T1, en T1 FATSAT. Et là, sur un T2, on est toujours sur de l'hypersignal. Donc, on a conclu que c'était de l'hémorragie avec un niveau liquide-liquide témoignant du shading et témoignant de la chronicité du sang. Donc, c'est un kyste qui saigne et qui ressaigne. Donc, c'est au niveau de l'ovaire gauche. En ce qui concerne l'image de droite, ce que je vous ai entouré en rouge, c'est le torus, c'est le nodule au niveau du torus qui est assez conséquent. Donc, sa mensuration, je pense qu'il était à 7. Donc, l'IRM, elle est sensible à partir de 3 mm. Les nodules supérieurs à 3 mm, on arrive bien à les voir et à les mesurer. Donc là, il était à 7. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à l'autre diapositive, s'il vous plaît? Donc voilà, donc je vous ai parlé du T1 FATSAT, c'est l'image de gauche, ce que vous voyez à gauche. Donc cette patiente-là, elle avait les lésions au niveau des deux ovaires
mais les plus volumineux kystes étaient principalement à gauche. Donc, la flèche bleue, donc c'est le kyste principal qu'on a vu précédemment au niveau de la coupe sagittale T2. Donc là, c'est une coupe axiale. Donc, ce qui est en avant, ce qui est en avant, en arrière, c'est en arrière. Je vous montre un petit peu l'orientation. Donc, en imagerie en coupe, on est un petit peu inversé parce qu'on est en train d'examiner un patient d'en face. Donc, ce qui fait la droite du patient, c'est notre gauche et la gauche du patient, c'est notre droite. Donc, là, vous voyez le kyste qui est à gauche du patient, bien évidemment, et à notre droite, à nous. Donc, la flèche bleue, c'est le kyste endométriosique qui est en hypersignal T1. Et cette patiente-là, elle avait aussi un kyste simple. Donc, c'est la flèche rouge. En fait, il était en hyposignal T1 et en hypersignal T2. Donc, il témoignait d'un kyste simple, tout simplement non hémorragique. Donc, voilà la coupe à droite. Non, non, non. Revenez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, l'image de droite, c'est le même kyste en axial T2, pardon. Donc là, l'effet shading, c'est ça. C'est quand on a un hypersignal franc, d'une intensité supérieure à celle de l'hypersignal T2 à droite. Regardez. À gauche, vous avez le T1 qui est franchement en hypersignal, T1, voilà. Et à droite, vous avez le même kyste orienté par la flèche rouge qui est en hypersignal intermédiaire, T2. Donc, la flèche bleue, elle vous montre l'ovaire droit de la patiente. On ne va pas dire qu'il était normal, mais qu'il avait un volume normal, mais qui contenait quand même des kystes endométriosiques infracentimétriques. Voilà, donc on passe. Là, c'est la vidéo de l'axial T2 dont on vient de parler. Maintenant, voilà. Donc, on a fait un balisage vasovaginal, ce que vous voyez distendu au niveau du centre du pelvis. OK. Donc, on passe. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'urtère sur cette vidéo. L'urtère qui est dilatée à droite, en fait. Un peu plus à droite, à côté des vaisseaux iliaques. Bon, c'est pas grave. Je pense que j'avais pris une photo. Non, ça, c'est la gauche de la patiente. C'est pas grave. Vous pouvez arrêter la vidéo. Bon, c'est pas grave. J'avais pris des images. C'est pas grave. On passe. Donc là, c'est la vidéo sagittale. On vient d'expliquer. Donc, le kyste simple qui est en haut, au-dessus de l'utérus, et le kyste endométriosique, il est un peu plus bas. D'accord, on passe. Toujours le kyste simple en haut, kyste endométriosique en bas. Est-ce qu'on peut passer, s'il vous plaît? Et c'est moi. Ah, Oui, on n'a pas encore vu Non, non, c'est tout ce la qu'il y a. dilatation, l'image dilatation. la dilatation des urtères. C'est ce que Oui. j'ai. Non, non, c'est sur une autre image. C'est Non, sur je une autre je image, l'ai pas. Je l'ai effectivement. pas. C'est tout ce qu'il y a. Ici, je te les ai envoyés. C'est tout ce qu'il y a. J'y mets tout. Non, non. Et ça, ce qu'on voit là, c'est quoi, GN? Non, défilez, s'il vous plaît, pour que je puisse définir la structure anatomique. Ça va. C'est au niveau du pelvis. C'est... Non, j'arrive pas à voir, en Non. fait. Non. Par Ok. contre, on peut la voir sur la vidéo axiale d'avant. Oui. Alors, regardez le psoas à droite, le psoas, restez sur cette image-là. Vous avez le psoas, le muscle là qui est en hyposignal, qui est noir, à droite de la patiente, ou plutôt à gauche de votre écran. À gauche, voilà. La petite structure blanche juste en avant, ça c'est l'urtère. Un peu plus en avant, s'il vous plaît. Un peu plus en avant. En haut. Plus en avant? Voilà. Plus en haut.
plus en haut de l'image. Voilà, ça c'est le psoas. Et la petite structure blanche que vous voyez dilatée, juste à côté, plus à droite, s'il vous plaît, plus en haut, un petit peu à gauche, le petit point blanc, Blanc. franchement blanc. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est ça. Alors ça, c'est l'urtère. Ça, c'est l'urtère de la patiente. Alors, si on peut défiler. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Je crois que c'est plus simple si vous pouvez faire vous-même. Oui, je vais essayer. Je ne sais pas si je peux avoir la main pour le faire moi-même. Comme ça, je vais vous montrer effectivement. Ok, alors, tac, tac, tac. Alors, je vais. Tu es connecté? Il est où? Tu as Oui, oui, je partagé? suis toujours là. Je suis toujours. Non, tu as partagé. Partagé? Tu peux partager parce que j'ai mis plusieurs qui peuvent C'est partager. ça. J'ai l'image, moi. Ah, oui, on la voit, c'est Mohamed. Oui, voilà, On voit la, on voit un Voilà. rein la dilaté. dilatation. Donc, vous avez la dilatation, exactement. Un On rein voit la voix très dilaté. bien. Voilà. Merci, docteur Zerkaoui. Donc, vous avez une coupe coronale. Là, c'est une coupe de face Voilà. de la C'est bon? patiente. Ah, Et voilà, Reste. vous avez la dilatation de l'urtère à droite. OK. C'est un peu flou. Et au niveau du pelvis, en fait, on a l'urtère qui se fond au niveau de l'inflammation pelvienne. parfait. Parfait. Merci. Je vous en prie. Alors, j'aimerais préciser que la dilatation était à droite et Alors que les lésions sont à gauche. voilà, alors que les kystes endométriosiques conséquents étaient à gauche. Absolument. Oui. Voilà. Et même l'utérus était un petit peu tiré vers la gauche. On va voir les images de la cellio. Très bien. C'est bon, je peux? Oui, Tu Oui, vois, oui, ça va. vous arrivez à voir? Non, Natiette. on te voit. Tu vois l'endométriose, non? La Non, non, diapo. La pas diapo. encore. Quand je vous ça va. Partage Bon, comme tout à l'heure. OK. Alors, je vais faire ici. Parce que je fais une manœuvre, je voulais quand même. Bah, c'était visible tout à l'heure. Et maintenant, Voilà, C'est bon. c'est bon. C'est très bien. voilà, voilà. Eh ben, bonsoir tout le monde. Ben, on arrive à l'urinaire, hein, en fin de parcours. Donc, bonsoir tout le monde. Merci pour d'être avec nous ce soir pour ce sujet intéressant, surtout pour un neurologue. Et surtout que c'est un cas clinique qu'on a travaillé ensemble entre urologue et gynécologue. Donc, ça a été, je vais juste être rapide parce que plein de choses ont été dites, la définition. Alors, donc, voilà, l'eau profonde, c'est au-delà de 5 mm sous le péritoine. L'endométriose urinaire, quand il y a une localisation urinaire, et la fréquence, c'est 1 à 2% chez les patientes atteintes d'endométriose, avec des localisations fréquentes. Et vous voyez cette photo, vous comprenez que l'endométriose, il peut envahir tout le pelvis. Voilà, toutes les localisations, et même on avait, c'est Mohamed, il a montré l'atteinte pulmonaire. Donc, l'endométriose urinaire, les différentes localisations, l'organe le plus souvent atteint, c'est la vessie, suivi de l'artère, puis des reins.
Le rein, c'est surtout quand il y a une atteinte de l'artère le plus souvent. Il n'y a pas de local. Apparemment, il n'a jamais eu de localisation rénale seule, sauf il y a quelqu'un qui a. Donc, il y a un seul article qui parle de ça. Et au niveau de la vessie, la localisation la plus fréquente, c'est le trigone et le dôme vésical. Donc, c'est la localisation la plus fréquente. Les lésions iritérales, dans 50% des cas, sont associées dans l'endométriose profonde. Et ils sont présentes surtout quand il y a une atteinte colorectale, comme il l'avait décrit le docteur Zarqawi. Et puis, donc, l'artère, c'est surtout l'atteinte distale parce que c'est elle qui est dans le pelvis, puisque le proximal. Et la localisation la plus fréquente, c'est à gauche, surtout à cause des côlons. Alors là, j'aimerais bien faire passer un message qui me paraît en tant qu'urologue intéressant. Donc, il y a des lésions primaires qui sont survenues spontanées, mais il y a aussi des lésions secondaires qui sont iatrogènes. Et Et il y a un dogme, moi je dirais pas un dogme, ça peut faciliter le travail du gynécologue ou du chirurgien, la place de poser en préopératoire une sonde urétérale d'objet pour mieux disséquer l'artère et faire moins de dégâts. Et donc on va voir tout à l'heure dans la vidéo, au temps opératoire, surtout au niveau de l'artère, s'il n'y avait pas la J, c'était presque sûr à 100% qu'on allait couper l'artère ou au moins le blesser. Alors, l'endométriose latérale, ce qu'on a dit, donc, le plus souvent, c'est à gauche, mais l'atteinte se fait par deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est l'extrinsèque, ce qu'on appelle extrinsèque. C'est un mécanisme qui se fait par compression, pas secondaire à la fibrose et à la cicatrice. Et puis le deuxième mécanisme, on va voir par la suite que chacun a un effet propre à lui. Deuxième mécanisme intrinsèque dans 20% des cas, c'est surtout il entraîne une obstruction. Et ça, c'est l'atteinte de la muqueuse et la semi-muqueuse urétérale par l'endométriose. Et ça, je rappelle surtout que le cas de la localisation urinaire, qui peut entraîner donc une insuffisance rénale, et le plus souvent, les petites lésions de l'urétère, elles peuvent entraîner des insuffisances rénales à bas bruit. Donc, l'IRM, il peut, je sais pas, Jihan, il peut me confirmer ça. L'IRM érythral, il est intéressant pour distinguer ce mécanisme. Comme vous voyez ici, c'est un mécanisme extrinsèque, l'urtère qui est dilatée. Et ici, c'est un mécanisme intrinsèque qui obstrue complètement l'urtère. C'est pas une dilatation suite à une compression. Euh, C'est pas toujours. sur l'image d'avant, Oui, alors sur l'image d'avant, l'intrinsèque n'est pas bien évident. Par contre, sur l'image de droite, on voit bien tout ce qui est noir. oui, c'est la C'est- compression. Voilà, c'est la compression. D'accord. Merci. Avec Alors, plaisir. deuxième localisation, l'endométriose vésicale. Et là, je soulève l'intérêt de la cystoscopie, qui est le plus souvent, elle est normale, mais quand il montre des petites lésions, des fois qui sont asymptomatiques, surtout cet aspect-là de la base, vous voyez un aspect inflammatoire rétracté, c'est ce qu'on appelle les images stellaires, et ces images, ils peuvent, s'ils sont localisés au niveau des myas érythrales, entraîner une érythrohydronéphrose. Et donc, ils peuvent donner aussi par la suite une insuffisance rénale. Pardon, Donc là, Moustapha, est-ce oui, qu'on peut, tout le monde peut parler un petit peu, oui, poser des oui, oui, questions c'est interactif, Très interactif. bien. Je voulais juste intervenir pour cette zone, la lésion vésicale. Il faut Là, toujours poser la question à la patiente si elle n'a pas de sang qui sort avec les urines pendant les règles. c'est pas, Si c'est c'est pas le sûr, cas. c'est pas sûr. Ah,
Si C'est pas c'est le sûr. cas en général, parce que très Oui, oui, souvent, quand on pose la question et elles le disent, c'est là où on fait une cystoscopie obligatoire. oui, ça Mais, c'est le mais cas typique. Ça c'est le oui, cas typique, tout à fait. classique. Mais des fois, tu peux avoir des lésions comme ça, sans hématurie, mais il y aura d'autres symptomatologies que je vais Hmm. évoquer par la suite. Et OK. puis, la cystoscopie, il a un intérêt important parce qu'il y a des lésions d'endométriose, et là je m'adresse à Jeanne, et il y a des lésions d'endométriose qui peuvent simuler une tumeur vésicale. Voilà, Effectivement, parce que l'échographie n'est pas sensible, elle va nous montrer juste un épaississement de la paroi, c'est tout. Donc, voilà, pour avoir la preuve histologique, on est obligé de passer par la cystoscopie et l'anapath, évidemment. voilà. Je Parce que rajoute là, quand même au niveau, je oui, rajoute au niveau de la symptomatologie. Effectivement, elle peut avoir une hématurie, mais la femme ne le dira pas parce qu'elle croit que c'est surtout ses règles. voilà. Mm. C'est encore mieux. Ça prête à Bien dit. confusion. Oui, oui. Non, mais c'est un piège. C'est un piège. Alors, donc, je passe aux symptômes urinaires. Les symptômes urinaires le plus souvent ne sont pas spécifiques. Ils ne sont pas spécifiques et propres à l'endométriose. Ça peut être des dyspareunies, des dysménorrhées, des symptomatologie urinaire. Et on aura deux types de signes urinaires. Soit les signes en rapport avec une atteinte de la vessie et de l'urétère, c'est des endométrioses directement. Et puis, on aura des troubles vésico-sphinctériens qui sont très importants. Et là, c'est par les lésions neurologiques ou par le phénomène inflammatoire. On va détailler ça encore. C'est les symptômes neurologiques. Il y a deux types. Il y a ceux qui sont en rapport avec l'atteinte du plexus hypogastrique, et ça par deux mécanismes. Ça peut être l'endométriose, comme ça peut être la chirurgie. Et Dr Zakawi, il a signalé ça. Donc, l'excision, il doit être bien localisée. Et le deuxième symptôme, donc le premier symptôme qui est en rapport avec l'atteinte neurologique, c'est surtout le plexus hypogastrique, c'est les symptômes de la continence. On peut avoir une incontinence, une urgenturie, une pollakirie. Et de l'autre côté, le deuxième symptôme qui est assez important, c'est le symptôme de vidange. C'est-à-dire, on arrive avec les résidus importants, et ça, c'est propre à l'atteinte des plexus hypogastriques inférieurs. Et ça, tout ça, ça rentre dans le protocole thérapeutique laparoscopique. Donc, respect des plexus et de l'énervation pelvienne, aujourd'hui, la question se pose, est-ce qu'on va continuer à utiliser la laparoscopie ou on passe au robot qui, soi-disant, augmente et magnifie l'image des organes? Ça, c'est une question qui est encore posée. Alors, l'atteinte rénale, c'est surtout par le mécanisme intrinsèque le plus souvent et qui peut passer inaperçu. Donc, c'est Mohamed, il a parlé de l'évaluation urinaire, mais j'insiste moi surtout sur donc l'IRM, voilà, qui est déjà exploré. Puis, c'est surtout la cystoscopie, dont l'intérêt, c'est pour éliminer les lésions cancéreuses qui peuvent simuler une endométriose. Voilà, des lésions cystoscopiques qui permettent donc, en cas de doute, on fait des biopsies. Et là, ce que vous voyez là, c'est une atteinte vésicale, mais vue par laparoscopie. Donc, une vue endolaparoscopique. Euh, les recommandations européennes dans la prise en charge des lésions urinaires, surtout l'UAE, l'Association européenne d'urologie et les CHRE, qui sont la première évaluation spécialisée et toute suspicion atteinte de l'AVC ou de l'urtère doit être adressée à un centre spécialisé multidisciplinaire. Et puis, les formes profondes infiltrantes nécessitent une planification chirurgicale conjointe, c'est-à-dire entre dans le cadre d'une équipe spécialisée. L'imagerie qui est recommandée par les CHRE, donc
euh, l'échographie pelvienne spécialisée, qu'a dit Mohamed Ondo, dans le dépistage initial, l'IRM pelvien, la cartographie des lésions, la cystoscopie, suspicion de lésions vésicales. Et puis, donc, là, moi, j'ai un avis particulier, surtout quand il y a une lésion rénale. Moi, parmi les médecins qui continuent à demander une UV parce qu'on n'a pas toujours un cliché de face avec injection pour voir tout l'urtère. Et ça, c'est très important dans le protocole chirurgical. Pourquoi, monsieur Mustapha, pourquoi pas un Bah, neuroscanner? c'est pas toujours faisable, hein, Ben, malheureusement. on utilise l'Azilix et on a un Voilà. Oui, protocole oui, non, assez mais adapté pour qu'on puisse avoir un urtère bien ah bah, dilaté, bien rempli. j'ai encore ce souci. Voilà. Mais vous, vous comprenez que nous, donc, les urologues, on aimerait bien voir l'urtère de haut en bas. De haut en bas. Oui, 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 oui. Ouais. Mais c'est vrai, il y a des constrictions qui peuvent nous donner ces images Des reconstructions avec un protocole bien adapté. C'est bien surtout, adaptées. Voilà. voilà, ça Malheureusement, dépend de la technique. Il voilà, faut s'adresser aux bonnes personnes. merci, merci Saïd. Alors, donc l'imagerie, il vise à détecter l'obstruction urétérale, qui est la complication la plus grave dans l'endométriose urinaire. Alors, en ce qui concerne la stratégie thérapeutique, il y a des recommandations Échereux et EAE. Donc, le principal objectif thérapeutique, préserver la fonction rénale. Et ça, c'est l'atteinte urétérale qui est importante. Contrôler la douleur, traiter les lésions infiltrantes. Alors, il y a l'AFU, l'Association française d'urologie, avec les recommandations de la haute autorité sanitaire, dans les localisations vésicales qui sont les plus fréquentes, elle recommande le couple écho-IRM. Ça continue à se faire, donc chez les urologues. Et puis, donc, les autres atteintes l'urtère, soit par compression, soit par obstruction, donc extrinsèque ou intrinsèque. Soit on peut libérer dans les compressions l'urtère d'une façon rétero-chirurgicale, évidemment associé à un traitement que le gynécologue a déjà mis en place, ou bien une résection segmentaire avec réimplantation urétérale dans les cas où l'obstruction était très, très importante et étendue. Intrinsèque. Oui, donc surtout intrinsèque. Plutôt Et puis intrinsèque. donc, certaines fois, des localisations rénales, on peut faire une Déviation. néphrectomie partielle. Alors, dans tous les cas, la recommandation, il faut être limité dans les exérèses et les exérèses ciblées. Alors, les recommandations de l'Association française qui indique la place de l'urologue dans l'endométriose, il y a quatre éléments. Le premier, dans le diagnostic et les symptômes, l'urologue est consulté pour des douleurs du bas appareil urinaire, souvent confondées avec un syndrome de la vessie douloureuse ou une hyperactivité vésicale. Ça, c'est le premier élément Mm. et qui montre que la symptomatologie urinaire dans l'endométriose urinaire n'est pas spécifique à l'endométriose. Dans l'endométriose vésicale, l'infiltration de la vessie par des nodules fibreux, elle est très fréquente, donc intérêt de la cystoscopie. Et puis là, dans l'atteinte urétérale, l'urologue intervient en cas de risque d'obstruction des urétères, parfois en posant une sonde double J pour protéger le rein. Et donc, dans notre case report, c'est ce qu'on avait fait. On a commencé déjà par la pose d'une sonde d'objet avant de commencer à libérer les urétères. Et puis, en cas d'indication de chirurgie, la place de l'urologue, c'est la prise en charge chirurgicale, souvent par laparoscopie, vise à retirer les lésions urétérales ou vésicales, incluant parfois des réimplantations de l'urétère dans la vessie. Take home message, l'atteinte vésicale elle est la plus fréquente. L'atteinte urétérale peut être silencieuse, donc risque d'insuffisance rénale. Toute endométriose profonde doit
inclure un bilan urinaire systématique. Et puis la prise en charge est souvent réalisée dans des centres spécialisés avec une équipe gynéco et parfois chirurgien quand il y a une atteinte rectale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mustapha. J'aurais une question par rapport aux patientes qui présentent des lésions urétérales, comme vous avez dit, silencieuses. Et est-ce que vous conseillez une surveillance ou en cas de non-chirurgie? Voilà, en cas de non-chirurgie immédiate, qu'est-ce que vous faites à ces patientes? Est-ce qu'il y a une surveillance rapprochée? C'est quoi votre thérapeutique en fait? C'est Alors quoi votre prise en déjà, charge? avant, dans des cas comme ça, moi je prends pas je ne, dans la prise en charge, je ne suis pas seul. Il y a le gynécologue qui théoriquement, il maîtrise le traitement hormonal mieux que nous. Donc ça, c'est le premier point. Parce que une femme atteinte d'une endométriose, il n'y a pas que le problème de la douleur aînée, il y a le problème d'infertilité, donc, il y a le problème de la qualité de vie. Et donc, nous, quand il y a une lésion urétérale, ben, il faut faire quelque chose. Faut pas- Pardon, ça va. Oui, Quand il y a une lésion urétérale, souvent, c'est ce qu'on a dit, les nodules sont gros, c'est l'endométriose profonde qui oui. donne systématiquement une symptomatologie douloureuse. Donc la qualité de vie est atteinte. Donc à partir de là, on ne va pas laisser cette patiente parce que le traitement médical ne va rien faire. On l'opère pour enlever les lésions profondes. Et à partir de là, on va limiter la dérive vers une atteinte rénale par hydronéphrose, Ben oui. parce que tu enlèves ça. Donc à partir, on traite les patientes qui sont symptomatiques, parce que si on a des lésions qui ne donnent aucun symptôme, d'ailleurs même l'hydronéphrose ne sera pas là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette approche doit être en fonction Discuter. de la symptomatologie. La docteur Habi a posé une Une question question précise. spécifique, c'est-à-dire une patiente qui est asymptomatique, chez Voilà. qui on découvre un problème au niveau urétéral. Est-ce qu'il faudrait opérer ou espacer le suivi et quel suivi éventuellement? C'est C'est Alors, ça. c'est pour alors, ça que j'ai donc, dit souvent quand il y a une atteinte urétérale, c'est que des nodules gros, et un nodule qui dépasse 3 cm, il est obligatoirement hyperalgique. C'est rare où on a des lésions profondes C'est sans On parle Mohamed, douleur. pas de ça, on parle pas de ça. C'est Mohamed, la Oui. question, elle est précise de Jehan. Elle est asymptomatique. Ah, d'accord. Sa question, C'est elle est précise. Il a dit, et qu'ils sont les moyens de surveillance. de surveillance. Voilà. Par exemple, on sait que cette patiente-là, elle est porteuse d'une endométriose profonde et qu'elle a été opérée, par exemple, à plusieurs reprises et que là, elle présente un petit nodule au niveau de l'urtère, non obstructif. Où là, elle a déjà été opérée d'un nodule urétéral et qu'elle peut avoir une récidive par la suite. Je vais te dire que c'est 12% de récidive, hein. 12%. 12,2% de récidive obligatoire. 97%, au bout de 3 mois, il n'y a plus rien, mais il y a 12% de récidive au bout Au de niveau urétéral. quelques années. Au niveau urétéral, après une chirurgie telle que c'est de la chirurgie de l'hydronéphrose. Je vais en parler tout à l'heure. Mais, c'est Mohamed, c'est D'accord. là, et là, moi, je reviens et j'insiste, et c'est ça l'intérêt d'une pause, d'une sonde Chirurgie. d'objet. C'est très Absolument. important Ou pour. d'une surveillance échographie peut-être espacée. Je sais pas, je dis Et, ça. mais oui, non, mais entièrement d'accord. Mais dans l'esprit d'une récidive, et surtout quand même le chiffre est important de la récidive, moi, à mon avis, je mettrais une double pour protéger On va soi. en parler, on Voilà. va avancer parce qu'à la fin, il y a justement les complications de la chirurgie et le suivi. Est-ce que... Parfait. Donc là, vous voyez, Oui, oui, on était dans le résultat.
Donc là, par exemple, c'est juste pour la chirurgie de l'endométriose profonde. C'est des lésions prérectales. Il faut les réséquer obligatoirement. Mais quand on voit les lésions, elles paraissent superficielles, mais en fin de compte, c'est des lésions profondes. Mhm. Et on voit très bien cette lésion prérectale qui est quand même nodulaire, un gros nodule qu'on voit très bien, qu'il faut obligatoirement réséquer complètement. Et c'est un shaving précis. Donc là, c'est un cas de shaving prérectal, comme vous voyez, avec des lésions du torus et des ligaments utérosacrés. C'est des lésions profondes, on les voit très bien avec le liquide dedans. Je passe à autre chose. Ce que tu disais tout à l'heure, les lésions vésicales. Là, c'est des lésions vésicales. J'injecte du sérum pour m'éloigner de la vessie et c'est pas une lésion qui dépasse. Donc, elle est superficielle, relativement superficielle. Vous voyez? Donc, c'est très important d'enlever toutes ces lésions. C'est l'excision complète qui va guérir. Là, c'est on voit l'urtère. Et il y a une lésion périurétérale qui est là, profonde, et qui touche complètement et qui tient à l'urtère. Je suis en train de la disséquer. Et après, on enlève ce gros nodule qui était sur le ligament utérosacré. Et on voit très bien d'autres nodules qui sont là. Là, c'est un autre cas avec des adhérences importantes. L'ensemble, l'endométriose profonde avec des adhérences, c'est un mur adhérentiel complet. On va avancer en enlevant ça. Après, on arrive, vous voyez, tout est blindé, tout est adhérent. C'est pas toujours évident. Et on voit les nodules qui sont là, après les adhérences. Voilà, on rentre là dans le ligament utérosacré, mais dans l'espace pararectal. Vous voyez, on rentre dans l'espace pararectal et c'est là où on se rend compte qu'on peut enlever les lésions de manière très, très profonde. Vous voyez le nodule à droite, comment il est? Est très dur, qu'il faut obligatoirement réséquer. Il ne faut pas avoir peur de le couper parce que sinon, on le laisse et c'est toujours... je vais accélérer. Et après, ça devient plus souple. Vous voyez? Et c'est là le nerf sparring il faut être prudent et on voit toutes les artères et toutes les structures. Et là, c'est l'espace pararectal droit et gauche. Et là, on rentre pratiquement dans l'espace recto-vaginal. Donc, l'urétrodénéphrose, comme on a dit, moins de 1% des patientes qui ont une endométriose. Du côté gauche plus que du côté droit, du côté gauche plus que du côté droit. La double J doit être obligatoirement posée avant de la chirurgie et 97% des patientes 3 mois après vont retrouver la fonction urétérale et rénale. Et comme on a dit, la récidive, le taux de récidive de la chirurgie des lésions urétérales est de 12,1%. C'est très important de le noter. Donc, même si on fait une bonne chirurgie, il y a risque de récidive. C'est pour ça que il faut surveiller ces patientes. Là, c'est un cas où on a mis la double J. C'est Elle avait une hydronéphrose du côté voilà, gauche. voilà. Et là, c'est important. Si tu peux Et du arrêter, droit. C'est Mohamed, reviens et arrête Oui, pour montrer que là, non, non, là, voilà, l'urtère, pour montrer l'urtère, oui, oui, comment il est il est coincé. là, il est là. Il Il est est là. Et dilaté, c'était on un le petit peu voit. très délicat de faire passer la double J. Oui, Voilà, oui. voilà. Elle est complètement engainée. Voilà. Et là, on y va. Et regardez, l'urtère, et on le suit, on dilate, on dilate. Et puis à un moment, on va se trouver avec une grosse lésion très dure qui l'entoure. Et vous voyez, elle est très dure. Et c'est là où il faut commencer donc la dissection et la section et l'ablation de l'ensemble de cette lésion qui entourait cette urtère. Vous voyez, elle est dure et on arrive à la sortir complètement. Et voilà, et c'est fini.
et on a laissé en place la double J pendant quelques semaines et c'était fini. Donc, comme quoi, il faut obligatoirement être attentif. Il faut un suivi par la suite après cette chirurgie. Donc, le traitement, par exemple, pour l'endométriose profonde, il y a eu une étude américaine sur 10 ans, donc 2005 à 2015. 87% ont eu une amélioration de leur état et même de la symptomatologie, qui est donc, et 50% des patientes 46% des patientes ont eu des grossesses. Et après les opérations, il y a toujours 12% des cas de récidive. Toujours, il faut le savoir. Les complications de toutes ces chirurgies lourdes de l'endométriose profonde, elles peuvent être dues à court terme, c'est-à-dire même en péropératoire, parce qu'on touche des structures anatomiques très fragiles. En post-opératoire, les complications, surtout rétérales ou rectales, parfois, on fait un shaving et ça devient tellement fragile que par la suite, ça peut donner des complications infectieuses, notamment des ruptures avec des péritonites. Et en préopératoire, il faut rentrer toujours avec un diagnostic établi, vrai. On ne peut pas aller faire ce type de chirurgie, puis après se trouver avec de grosses lésions digestives ou urétérales, et puis après on va dire stop, stop, on va attendre, on appelle le chirurgien urologue ou chirurgien digestif qui est en train d'opérer ailleurs, et on fait perdre beaucoup de temps à ces patients. Donc c'est pour ça. Il faut qu'il y ait une IRM, il faut qu'il y ait un examen clinique, il faut connaître la patiente et avoir un diagnostic avant de rentrer. C'est la meilleure façon pour mieux traiter ces gens-là et travailler, bien sûr, en équipe multidisciplinaire avec les urologues et les chirurgiens digestifs. Le risque à long terme, il y a eu une étude sur plus de 1000 cas avec excision complète des lésions et comme vous voyez, 14% ont été reprises, dont 9%, 10% à peu près pour récidive et d'autres pour problème d'infertilité ou une hystérectomie parce que l'adénomiose, on sait qu'il n'y a que l'hystérectomie qui va guérir. Et 28% des patientes peuvent avoir recours à une autre chirurgie durant les 10 années qui suivent une chirurgie complète de cette endométriose. Cette étude a été faite avec le même chirurgien. Donc, c'est pour ça qu'elle est intéressante sur 1000 cas, sur une dizaine d'années à peu près. Donc, il faut être sage. Pourquoi? Parce que les complications, si on touche les fibres nerveuses et on fait une incontinence, ça sera pire que les symptômes initiaux. Donc, j'insiste toujours pour dire qu'il faut faire toujours one shot, c'est-à-dire opérer une seule fois et pas deux fois. Quand on opère correctement, on a de très bons résultats et très bonnes chances pour que ces patients ne récidivent pas et rester toujours en chirurgie conservatrice parce que dans le temps, il y avait beaucoup de dissections dans les sens et la sagesse voudrait que maintenant on dissèque le moins possible juste pour enlever les lésions et ne pas faire juste pour démonstration anatomique. L'objectif principal de tout ça, c'est euh, améliorer la qualité de vie de ces patientes et la rendre fertile. Donc là, c'est un algorithme, mais je pense qu'on n'en parlera pas. Voilà, merci beaucoup. Et s'il y a des questions, je pense que... Oui, la parole est au modérateur. Alors moi, Merci. Oui, je André? voudrais faire plusieurs réflexions sur ce cas. Euh, je me demande pourquoi les chirurgiens continuent à opérer sans un temps de traitement médical préalable. Je m'explique. Je pense qu'ils seraient plus à l'aise, que leur chirurgie serait moins invasive et à mon avis, même pas à mon avis, puisque moi aussi je suis chirurgien, il y a moins de fistules quand on opère après un temps de traitement médical. Surtout que maintenant, effectivement, on peut monter les double J et puis on peut opérer de façon la moins invasive possible. Surtout si on opère. Alors là, pour le coup, je pense que c'est une bonne indication à l'intervention par robot. Et là, la robotique
a permis de faire des progrès quant il y a quand même en tout, que ce soit rectal ou que ce soit urétéral, quand on dissèque comme ça bien les urtères, et a fortiori quand on fait du soi-disant shaving, eh bien il y a quand même 12 à 20% de fistulisation. Oui, Et là, oui. c'est très chiant c'est très très chiant à soigner. Et surtout, c'est très très gênant pour le confort des patientes. Bien qu'elles aient été opérées, il n'y a pas que la douleur, il y a des suites aussi. La deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est qu'il n'y a pas une relation de cause à effet, personne ne l'a prouvé, entre l'endométriose et la fertilité. Il y a des femmes qui ont des endométrioses qu'on ne voit pas et qui font des enfants. Inversement, effectivement, quand elles viennent nous consulter pour infertilité, un certain pourcentage de ces femmes-là ont des endométrioses, aux environs de 10%. Et dans ce cas, on associe facilement les deux. Mais personne n'a dit que l'une était la cause de l'autre. Voilà, ça c'est très important à savoir, parce que dans l'esprit des jeunes et des gens qui enseignent maintenant, ils ont toujours l'impression que endométriose égale infertilité. Non, 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 mais c'est ce que. non, pas du tout. Et alors du coup, on dit, ah oui, mais c'est la qualité des ovocytes qui est pas bonne, ce qui est faux d'ailleurs. Et ensuite, on dit, ah oui, mais c'est l'endomètre parce qu'il y a une endométrite chronique, etc., etc. L'environnement inflammatoire. Voilà, en fait, c'est le syndrome inflammatoire qui intervient. Et si on traite le syndrome inflammatoire, on a souvent des surprises, soit par des grossesses spontanées quand on n'est pas dans un état d'endométriose profonde. Parce que là, alors là, le problème des endométrioses profondes, je reviens à ce que disait mon ami Zarqawi. Il disait les endométrioses profondes, souvent très avancées, sont moins douloureuses que les autres. Moi, je compare. Il y a toujours une part épigénétique à cette et de représentation génomique là-dedans. Je compare toujours ça à des vaccins. Les femmes jeunes ont des endométrioses très peu développées et très douloureuses. Les femmes âgées qui supportent des douleurs pendant des années, des années, des années, ont des endométrioses assez développées en général, et parfois on voit qu'elles ont des localisations assez étendues, et elles sont peu douloureuses. C'est comme une QT-réaction ou une primo-réaction, appelez ça comme vous voulez, et après il y a une chronicité qui s'installe, une sclérose, et ce qui domine, c'est la sclérose et pas la douleur. Au début, ce qui domine chez les femmes jeunes, c'est la douleur. Il y a un moyen de traiter les endométrioses pour essayer d'être moins invasif pour les chirurgiens, c'est la déanase. Parce que la déanase, c'est une enzyme que vous connaissez qui coupe l'ADN libre. Non seulement intervient par le phénomène de l'anti-inflammation, mais en plus elle supprime tous les facteurs d'adhérence et anti-apoptotiques qui sont fixés sur l'ADN libre qui circule dans le sang. Et ça, c'est très important de faire une étude là-dessus pour savoir, pour tous les chirurgiens qui voudraient s'astreindre à 1 mois de traitement médical avant d'opérer, ou peut-être moins d'ailleurs, ou 15 jours, pour qu'ils nous disent véritablement dans quel confort d'excision ils sont par rapport à des femmes qui n'ont pas opéré. Alors là, effectivement, ça pose des problèmes éthiques parce que certaines femmes auraient eu de la DNase, d'autres pas, etc. C'est très compliqué. On va nous dire oui, mais il faut que ce soit randomisé, tout le bordel, comme d'habitude. Mais dans une structure hospitalière, on peut faire ça sous la forme de RCT ou des choses comme ça. Je ne sais pas si Zarqawi peut faire ça. Ce serait intéressant de savoir si les chirurgiens, d'une manière générale, et même les urologues, ne seraient pas soulagés dans leur acte chirurgical, y compris par robot, après 15 jours, 3 semaines, 1 mois de DNase. Et là, je pense que c'est important. Pour le suivi dont mademoiselle ou madame la radiologue a parlé et qui a posé la bonne question, qu'est-ce qu'on fait quand c'est asymptomatique? Comment vous suivez? Effectivement, le meilleur suivi, c'est l'échographie. C'est le moins invasif. C'est aussi soit le CA125, qui reste la seule utilité du CA125, c'est le suivi. Mais surtout aussi l'ADN libre. Personne n'y pense. Mais si vous faites, personne n'y pense parce qu'il y a pas de laboratoire Mais André, oui.
Tu n'as pas suivi tout ça, je l'ai dit au départ. Oui, 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 non, mais C'est très important. Donc, pour l'ADN libre, j'en ai parlé et c'est très important. Et j'ai parlé justement de traitement de l'ADN. ouais, J'en ai parlé au début. ouais. Et je suis content que tu insistes dessus parce que c'est des choses que beaucoup de Oui, gens ne connaissent pas. moi, je vois des chirurgiens Et qui font des belles démonstrations, comme ce matin, notre ami Jean-Philippe, Oui, etc. Jean-Willy. Voilà. Ils font des belles démonstrations, mais on reste fixé toujours sur endométriose égale chirurgie. Oui, les endométrioses profondes, on en mais il revient. y a beaucoup d'endométrioses différentes, Oui, oui, justement. Il y a aucune endométriose n'est comme l'autre. Grosses lésions sans douleur, sans infertilité, et des petites lésions avec de grosses douleurs et infertilité. voilà, voilà. Donc, c'est là où la génétique et l'épigénétique vont jouer un rôle de diagnostic précis, à mon Oui, avis. au préalable, ça ne vous interdit pas de faire un traitement médical, voire même de faire de la capamive pour préserver la fertilité de ces femmes. Et ensuite, ça vous laisse tout le loisir de faire un bon traitement médical et d'opérer en plein confort, ce que ne font pas les chirurgiens actuellement. Ils se ruent dessus tous pour faire du robot, des shavings, tout ce que tu veux. Moi, je trouve que ça, c'est... Excuse-moi, la question que je voulais poser ce matin, parce que moi j'avais une grosse opération, je suis Hein. rentré, je n'ai pas vu l'opération de ce matin, Mais mais je voulais poser la question parce qu'il avait un kyste ouais, postérieur. Qu'est-ce ouais. qu'il avait comme symptôme? Ouais, ça, il n'en a pas parlé. Hein. Il n'en a pas parlé. Justement, parce Hein. qu'elle n'a pas d'endométriose profonde, elle n'avait pas de lésion visible, et à l'IRM, il n'y avait qu'un kyste qui était Ah, ouais. postérieur. Et pour ça, il fait une démonstration d'hystérectomie avec l'excision de ce kyste. Alors, Justement, moi, je dis que est-ce qu'il n'y ça, a pas de risque de toucher les nerfs? Bon, bah, il fait les nerfs sparring, mais ceci dit, surtout, c'est un kyste d'origine embryonnaire, si je me rappelle bien. oui, exactement. Et donc, à partir de là, elle a vécu avec, et ce n'est pas lui qui est à l'origine de ces problèmes. Bien sûr. Et Donc, cette bon, dissection risque de nous donner plus de problèmes que voilà. de bénéfices. Enfin, c'est juste une... Donc, je pense que c'est pas encore assez diffusé chez les chirurgiens. Je dis toujours qu'il faut remédicaliser les chirurgiens, hélas. Oui. Tu as tout à fait raison, André, tu as tout à fait raison parce que tout le monde tout le monde pratiquement se précipite pour opérer, alors que le traitement médical préalable peut arranger énormément de choses. Et d'ailleurs, ça a été dit dans plusieurs congrès, l'opération, il faut la laisser réellement en dernier. Après avoir pratiquement, ça a été dit, malheureusement, ça, on ne le fait pas toujours, Et, malheureusement. et voilà, et voilà. On essaie de le faire. On Il essaie. faut rediffuser le message chez les chirurgiens qu'il y a des traitements médicaux avant, qui peut les soulager dans leur acte chirurgical, de manière définitive. D'abord, ça rendrait service surtout aux femmes, parce que le confort des chirurgiens, c'est important, mais c'est surtout le confort des femmes qu'on cherche. Quant à l'association infertilité-endométriose, elle reste encore à prouver. Et en tout état de cause, on ne doit pas oublier le traitement médical. Voilà, c'est ce que, en résumé, ce que je voulais dire. Merci Bravo. André, merci à André, c'est la sagesse qui parle. Bien. Voilà, ben écoute, Je est-ce qu'il pense y qu'on a arrive. d'autres questions? Dans le chat, il n'y a pas de questions. Dans le WhatsApp, il n'y a pas de questions. Ben Alors, voilà. messieurs les modérateurs, c'est à vous le dernier mot. Ben merci beaucoup. Merci pour ce brillant. C'était magnifique. C'était extraordinaire ce zoom sur l'endométriose. Je pense que nous avons appris beaucoup de choses, que André nous a réellement encore remontré une deuxième fois que l'intérêt du traitement médical préalable. Je pense qu'on doit absolument s'astreindre un petit peu à ça. Les actes opératoires, c'est réellement parfait de la part du Dr Zarqawi et de la part du Dr Mchatri. Ben, merci beaucoup. Je pense le mot de conclusion. Si Brandon est là, est-ce que Brandon est Oui, là? il est là. Bien Ben, si tu sûr, peux bien faire un sûr. petit mot éventuellement aussi. Voilà. Merci beaucoup à tous. Allez, Ça merci. fait plaisir. Vas-y, Branon. Ça fait plaisir et surtout la sagesse qu'a dit André, ce qui ne m'étonne pas. Effectivement, le traitement médical doit être institué généralement avant, mais également après. Je crois qu'André serait d'accord avec moi parce qu'assez fréquemment, on oublie que la récidive est beaucoup plus fréquente, puisque, sauf si on enlève la lésion et encore.
D'accord. Et j'ajoute que tous les traitements médicaux que vous donnez sont des contraceptifs. Effectivement. Pas contraceptif, c'est la DNase, et la femme peut être enceinte beaucoup plus rapidement. Donc, il faut absolument instituer les traitements par DNase et ne pas bloquer, parce qu'une fois que vous avez donné les contraceptifs, vous les arrêtez quand? C'est ça le problème. Si la femme si un projet parental, dès que vous les arrêtez, elle a mal, elle n'a pas de rapport, donc elle ne peut pas faire d'enfant. Donc, le problème, c'est un cercle vicieux. Il faut donner de la DNase parce que la DNase, non seulement vous diminue de façon drastique les douleurs, vous diminue l'inflammation, vous reprenez une activité sexuelle, et dans ces cas-là, vous favorisez même, mais là c'est un autre débat, on pourra en parler peut-être à Al-Jedida, c'est un autre débat parce qu'il y a une influence de la DNase sur les taux de grossesse qui sont spectaculaires. Voilà. Tout à fait. Ouais. D'accord. Jihan, un dernier mot? Je vous remercie tous, c'est intéressant et tout le plaisir est pour moi d'avoir assisté avec vous ce soir. On apprendra toujours. Merci On beaucoup. apprend toujours. Merci pour tout. Si On apprend Mohamed, toujours. si Mohamed, un dernier mot? Bah, écoute, merci. On essaie toujours de partager et puis de discuter. On apprend tous les jours. C'est intérêt. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup de rester avec nous ce soir ramadanesque. Et voilà, Inch'Allah, on aura l'occasion de nous voir D'en régulièrement. reparler. Inch'Allah, D'accord. pour parler, pour Donc, discuter. merci tout le monde. À la fin du mois, le dernier jeudi du mois, comme d'habitude, il y a toujours le staff qu'on fait, le staff Les iris. des Iris, Inch'Allah. Allah. Allez, bonne soirée tout le monde et à la Merci beaucoup. prochaine. Yallah. Merci, bonne soirée tout le monde. Allez, Bonne soirée tout le monde. Yallah. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.